Bon, du coup, aujourd'hui, on est avec Théo. Merci à Nice, qui est derrière la caméra, qui m'a posé les questions hier pour le soutien. Voilà, on ne te voit pas, mais on te remercie beaucoup. Alors, du coup, Théo est venu à San Francisco. Du coup, on parlera un petit peu de pourquoi il est venu à SF et s'il a envie de faire des choses, mais plus tard dans la vidéo. Mais là, en fait, j'ai envie de parler d'un sujet. Je me suis pris des notes. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions sur le modèle économique des agences. Parce que j'ai eu une petite punchline où j'ai dit il faut vendre des jours qui n'existent pas. Et Théo, il m'a regardé en mode mec, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je fais pas ça. Après, on voulait parler un peu de satisfaction client, le fait que c'était pas corrélé au résultat. Pareil, c'est un truc où beaucoup de gens m'ont dit, mais si les résultats, c'est pas ce qui compte le plus, c'est quoi qui compte en fait? Donc moi, j'ai pas mal de textes, mais toi, je sais que tu as aussi. On n'est pas forcément d'accord sur tout. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on partait de zéro? Toi, je sais que c'est un truc auquel tu as bien réfléchi, qui est assez solide. Après, on voulait parler un peu du fait de qu'est-ce que ça fait d'avoir trop de process ou de méthodologie dans une boîte. Moi, j'ai vu ça chez Germinal ou dans les agences de dev, où en fait, juste, tu vas tellement loin qu'en fait, à la fin, bref, on pourra en parler, mais je trouve que ça a des effets hyper délétères et c'est pour ça que des anciens de Germinal, sur certains types de jobs, ils étaient vraiment pas bons en fait. Et genre, ça me fait mal de le dire, mais il y a des trucs où ils étaient vraiment forts et des trucs où ils étaient vraiment nuls à chier, quoi. Et après, parler peut-être un peu du futur des agences, l'impact de l'AI, etc. Mais d'abord, j'aimerais commencer par le sujet le plus controversé entre nous, qui est que moi, je pense que monter une agence, commencer par monter une boîte de service, si tu veux monter une boîte dans la tech, c'est une énorme connerie. Et toi, t'es pas totalement d'accord. Et tu m'as dit que t'étais à deux doigts de faire une vidéo pour me répondre. Et du coup, je me dis, ouais, c'est le bon C'était jour. le plan au début. Je me disais, ça sera un bon coup commercial. Si je fais une réponse, qu'on fait genre qu'on s'embrouille, après j'arrive ici, on fait la réconciliation. Ouais, mais du coup, on s'est On a embrouillé, régalé mais quelques off, abonnés, du coup. Ouais. Mais en fait, je crois que avec la façon dont tu viens de présenter l'argument, je pense que je suis d'accord. En fait, j'ai pas les éléments pour déjà pour répondre. Si Mais en tout cas, pourquoi est-ce que une tu bonne penses que première monter étape. une agence. Alors, peut-être que je dis une connerie, du coup. Pourquoi est-ce que. Moi, je pense que pourquoi est-ce que tu penses que monter une agence en premier, c'est ouf, tu vois? En fait, déjà il y a des éléments qui font que je suis d'accord avec le fait que c'est parfois manquer d'ambition que de faire une agence, parce que quand tu regardes de manière générale les fondateurs d'agences, ils ont un niveau d'ambition qui est quand même bien inférieur à ceux que tu peux avoir sur n'importe quel type La théorie de business. mon fond Pierre, c'est qu'il disait en fait, quand tu gagnes de l'argent tous les ans comme ça et que ça augmente, c'est hyper dur de sortir de ta Oui, zone de confort. en fait, c'est tellement des gains incrémentaux, et c'est d'ailleurs ça qui est très rassurant, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi ça m'intéresse, mais j'en peux en reparler derrière. Ouais. C'est que t'es pas, tu vois, t'as des progressions incrémentales où tu vas faire progresser ton CA d'une façon linéaire, et puis t'as l'innovation où tu gagnes pas d'argent pendant, Ouais. tu le décrivais très bien, et d'un coup, tu as trouvé un truc et ça marche bien. Ouais, moi j'ai fait 0, 0, 3 millions 8 de CA quoi. Oui, Mais ça, les 2 années à 0, c'est pas agréable. Bah oui, une agence 2 mois à 0, c'est fini, tu fais Ouais. un business, ça marche pas. Donc non, je trouve que, je dis pas forcément que c'est un truc de mec ambitieux, je dis que tu peux faire une agence de façon ambitieuse. Parce que justement, comme c'est un des facteurs très importants, enfin, je trouve dans une compétition, même dans une aventure entrepreneuriale, sur un sujet en particulier, le niveau moyen de la concurrence, en fait, tu te dis que si tu saupoudres un petit peu ta façon de faire une boîte avec des éléments de scale un peu justement dont tu t'inspires chez les startups. Moi, un de mes bouquins préférés, c'est Blitzscaling. Le bouquin, je sais pas si tu l'as déjà lu, c'est Ouais, il y a longtemps. qui est un bouquin qui est écrit par le fondateur de LinkedIn et qui donne un peu en fait, il décrit les boîtes comme dans leur phase de croissance comme 5 étapes selon le nombre de personnes dans ta boîte et il donne comment tu saupoudres, comment tu crées en fait des boîtes qui valent 1 milliard. Pour être des startups ont réussi à faire ça. Et donc moi, c'est un bouquin qui m'a énormément marqué, sachant que j'ai jamais eu de startup. Et donc, je pense que tu peux faire une agence de façon ambitieuse en t'inspirant de certains des éléments qui font que les startups grossissent vite. Le seul truc que tu ne pourras pas avoir, c'est la productisation. Qu'est-ce qui fait que ça prend du temps à grossir une agence? C'est l'embauche en fait. Et on est d'accord que toutes les agences qui veulent absolument ça un produit pour scaler, c'est quand même dans 80% des cas, c'est une connerie. J'ai pas vu le truc beaucoup de fois fonctionner. Ouais, d'ailleurs tout le monde le fait. Ouais. Chaque fois que quelqu'un me pitch le produit d'une agence, je fais attends, mais je suis capable déjà de dire 3 SaaS qui font exactement la même chose. Ouais. Et j'ai l'impression que ça a vraiment été fait juste pour augmenter le multiple de valo quand tu vas faire ton LBO derrière. Quoi. Okay. Donc c'est plutôt. Mais d'ailleurs, c'est un petit peu, on anticipe sur la dernière question sur l'AI. L'AI, je trouve que dans sa forme actuelle pour les agences, c'est plus ou moins à ce stade-là. Ouais. Oui, bon. Et du coup, quand tu dis le niveau de la concurrence, c'est-à-dire que toi, tu as commencé à rencontrer des gens ici à San Francisco, là. Ouais. Est-ce que tu préfères être en compète sur un marché avec les founders que tu as vus là ou avec les fondateurs d'agences? Est-ce que tu vois un gros gap en termes d'ambition, de drive, etc. ou tu es en mode ouais, non, ouais, pas. C'est les mêmes personnes, ils ont juste pas le même business, tu vois. Alors, je suis au tout début de mon séjour encore, donc j'ai quand même rencontré des gens. Et cet après-midi, je vois les premiers Américains, en plus dans le domaine du marketing. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils pensent. Maintenant, tu constates quand même ici que le niveau de ce qui est un succès acceptable est radicalement en fait, différent de ce que tu peux avoir en France, quoi. Tu vois, une personne, le fondateur de Full & Rich, du coup, qui est en plus un client de chez nous. J'avais pas rencontré le fondateur, donc là, je l'ai vu pour la première fois à San Francisco. Tu vois que c'est un mec déjà dans ses chiffres,
tu comprends qu'il n'est pas sur la vision qu'il vend sur sa boîte. Il dit bon bah là je veux faire tant de, je sais pas si je peux dire les chiffres donc je vais probablement pas les dire, plusieurs dizaines de millions et mon 100 millions je l'atteins à tel moment, je sais pas quoi, etc. Enfin tu sens que sa roadmap elle est pas construite pareil. Moi à aucun moment j'ai marqué 100 millions sur aucun côté de chez moi. Oui, en tout cas t'as pas mis 100 millions à côté d'un truc genre 2 ans. Oui voilà c'est ça. Mais en fait oui et ce qui fait que et c'est ça dont parle un peu moins je trouve aussi les gens ambitieux, c'est que tu acceptes quand même un facteur risque qui est plus important. Oui, il est totalement ok sur que sa boîte dans 3 ans elle va le 0 alors qu'aujourd'hui. Et c'est surtout ça en fait, moi que je trouve très admirable en fait. C'est que c'est des gens qui ont une tolérance au risque qui est beaucoup plus importante. Oui, toi, il n'y a aucun monde où tu te dis peut-être que dans 2 ans, ma boîte vaut 0. Tu vois, c'est inacceptable. Ça n'existe pas. Voilà, qui a 60% de chance qu'elle valent 0, en tout cas que tu en tires 0. Parce que quand tu lèves de l'argent, en fait, des fois, tu vends ta boîte plusieurs dizaines, centaines de millions et tu prends 0. Mais alors que toi, tu dis, il n'y a aucun monde où je bosse pendant 7 ans pour prendre 0 à la fin. C'est pas une option. Non, le risque est faible. Il est quand même possible. Il est possible, oui, mais on n'est pas à 60% de chance. On est plutôt à quelques pourcents. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment un gros risque d'exécution. Oui. C'est Black Swan. Alors que moi, si la boîte où le cas où ma boîte, je la vends et je prends 0, c'est pas un Black Swan. Ouais. C'est la règle de base. Oui, faites ça. Putain, je sais plus qui avait donné cette citation, mais on l'a quelque part dans la culture Kodak. C'est risk the good to achieve the great. Et je trouve que tu as 100% des boîtes auxquelles tu parles de mecs ambitieux. J'en ai pas rencontré assez ici pour te dire que. Mais en tout cas, tu croire. C'est des mecs qui ont vraiment accepté de. Je ne serai pas bien. Ça sera pas bien. Ça sera incroyable ou ça n'existera pas. Ouais. Et alors que l'agence, tu dis, je vais faire un truc stylé. Ouais. Mais c'est pas incroyable ou ça n'existe pas, c'est je fais un truc stylé. Et tout ce que j'essaie de faire, c'est le mec incroyable qui veut la victoire ou la mort. T'as le mec qui veut faire un truc average comme font la plupart des agences, un truc rentable. Bon, une agence, ce que j'entends par ça, c'est quoi? C'est une agence qui fait 2-3 millions de CA, qui s'arrête juste un peu avant le moment où ça commence à devenir chiant sur la partie process et tout, etc. Quand on voit 30-40% des bidas, ça vaut plein d'argent, qui va sortir son LBO, qui va prendre 10 millions. Ça marche très très bien. Et je serais très content déjà d'avoir cette opportunité-là un jour dans ma vie. Et c'est ça aujourd'hui ce que. Ouais. Et là maintenant, la question qu'il faut que je me pose, c'est si de demain, si dans 5 ans, je dois faire juste 50 millions. Et en fait, je ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Ce truc-là, je peux le charbonner comme un malade. Pendant 5 ans, ça ne marchera pas. Et parce que tu dois saupoudrer d'autres éléments. Donc, tu vois, c'est pour ça que par exemple, moi, je suis très content d'avoir le contenu comme levier d'acquisition dans ma boîte. C'est que j'ai quand même la conviction. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît en théorie, mais que ça va me permettre de ne pas avoir embauché autant de sales. À condition d'être toujours aussi présent dans ma boîte dans les 5 prochaines années. Oui, ça te demande d'avoir quand même. Et toi, qu'est-ce que tu penses des petits cons qui disent que le business model des agences, c'est soit vendre des jours qui n'existent pas, soit vendre des juniors très très chers? Alors le truc, c'est comme moi-même j'ai une agence, je rentre pas souvent dans ce niveau de détail-là avec mes concurrents, donc je sais pas forcément qui le fait sur le marché ou pas. Je vois. Moi, j'en parlais pas trop quand j'avais Germinal, tu vois. donc tu vois, c'est pas du tout un truc que je connaissais avant. Moi, j'ai vu deux types de boîtes qui sont ok. C'est les mecs qui inflate leur devis. Et moi, toutes les boîtes qui sont grosses. En fait, ce que tu dis, c'est que quand tu es 30 ou 40, tu peux faire de la marge parce que juste tu es efficace. Tu vois, et tu es meilleur que les équipes en interne. Moi, ce que j'ai vu dans beaucoup de boîtes, c'est de façon systématisée et organisée. C'est une relation client qui est incroyable. Donc, on t'invite à des dîners, on t'invite à des soirées, etc. Vraiment, c'est ouf, tu vois. Genre, le mec qui bosse avec toi, tu t'assures qu'il va avoir une promo. Mais par contre, quand tu lui fais des devis, tu fais systématiquement x2, x3, x4 sur le nombre de jours que ça va te prendre. Tu vois, moi j'ai vu une boîte, l'installation d'un pixel Facebook. Donc ils ont dit tracking, etc. pour les ads. Ils ont bien compris, ils ont fait un grand devis, il y avait 10 jours de taf. C'est border, oui, c'est carrément de l'arnaque en fait là. Ouais, exactement. Mais dans certaines boîtes, c'est institutionnalisé, tu vois. Et en fait, tu crées de la complexité sur tout ce que tu fais. Je connaissais pas cette pratique. Ouais, mais j'ai connu des. Voilà. Non, mais je pense que toi, t'es pas à ce stade-là, parce que toi, t'es au stade où tes clients, en fait, c'est des gens qui pourraient être dans la qui pourraient le faire eux-mêmes. Donc en fait, ils checkent, ils voient bien, et si tu leur dis je passe tant de temps, ils vont checker eux-mêmes le truc. Alors que là, moi, je te parle de VP entre des grosses boîtes, etc. Ça, je l'ai beaucoup vu. Donc c'est vraiment vendre des jours qui n'existent pas. Et moi, j'ai vu beaucoup d'agences faire ça. Par contre, la relation client était incroyable. Les mecs mettaient tout sur la relation client. La nana ou le mec qui arrivait, il était hyper avenant, il t'invitait au PSG, tu vois, voir les matchs. Enfin, c'était vraiment. Et en fait, et ça, c'est une façon de grosse boîte de faire du business. Et c'est ces boîtes-là que je vois qui ont réussi à masteriser ça, qui arrivent à sortir de la grosse renta, tu vois. Et moi, quand j'arrivais dans ces appels d'offres-là ou des trucs, je me suis retrouvé à regarder les jours. Je disais, mais c'est pas possible en fait. Et du coup, j'ai perdu des deals parce que les mecs disaient, mais en fait, vous proposez tellement peu de jours que vous n'allez pas faire un truc de la même qualité, tu vois. Je dis, mais non, c'est juste qu'un pixel, une demi-journée, tu vois. Genre, s'il y a des complications. Tu vois, genre, et
Oui, bah ça c'est toute la complexité en fait du cycle d'achat B2B. Ouais. Qui est, on peut penser qu'il est très rationnel, enfin beaucoup plus rationnel qu'un achat B2C. Tu sais qu'en gros tu peux vendre de la mode ou tu vends un peu un lifestyle et ça te fait dépenser 80, 100, même 200 euros dans des vêtements. Tu as une grosse partie très rationnelle, et surtout moi, parce que moi je suis une agence quand même, je vends de la perf. Hein, donc je suis pas du tout dans une agence de branding ou quoi, où je te vends des idées d'IFOP. Mais tu as quand même des trucs de qui est le poteau de je sais pas qui, etc. Et plus les comptes sont gros, plus ça commence à être un facteur hyper déterminant et qui peut te faire gagner ou perdre un deal. Tu vois, as plein d'appels, la majorité des appels d'offres en fait. Ils sont rigged. Ils sont gagnés. Tu sais déjà qu'il va le gagner avant, c'est une formalité en fait de faire l'appel d'offres. Tu as ton champion, tu sais, le mec qui te dit il faut que tu mettes ça, ça, ça et ça. Et on l'a eu dans les deux sens. Hein. On en a fait, on s'est fait défoncer et on savait pas pourquoi. Et d'autres fois, une fois ça a été nous, on avait un champion, il nous disait exactement quoi répondre et on gagne le truc. Mais tu as énormément de facteurs qui sont hors du travail pur. Tu sais, dans les agences, on dit personne n'a jamais été viré pour avoir choisi Publicis. Ouais. Et c'est parce que en fait, tu n'achètes pas le meilleur résultat possible, tu achètes. Et plus la boîte est grosse, plus c'est le cas, t'achètes celui où ça a le moins de chances de mal se passer. Oui, parce qu'en fait, toi, c'est ta carrière qui est en jeu. Oui, mec, tu as choisi Kudak et ça s'est mal passé, bah t'es viré en fait. Ah, c'est publicité, tandis que l'autre, tu vois. Tu dis, ah bon, c'est vrai que des fois, il faut. Ouais, ça arrive. Mais ça fait partie, c'est de la brand. Ils ont passé des centaines, enfin, je sais pas comment, publicité ça a 100 ans ou un truc comme ça. Ouais. Et je le vois aussi. Tu le payes à un moment. Tu vois. Et après, ce serait intéressant de repasser sur ce truc de. En fait, qu'est-ce qui fait que. Pourquoi c'est pas la satisfaction client, tu vois? Pourquoi c'est pas le facteur principal? Moi, c'est un truc chez Germinal, ça m'a vachement frustré. Je me disais, si on a des résultats, nos clients seront contents, ils vont continuer à bosser avec nous. Et en fait, c'est pas pas le facteur principal. Mais le deuxième truc, moi, avant de passer là-dessus, je pense que ça peut être un bon sujet juste après, c'est donc il y a vendre des jours qui n'existent pas. Et il y a vendre des juniors très très chers. Et ça, nous, on l'avait fait. Et là, il y a des agences de dev, etc. sur la place qui font ça très très bien. C'est ils prennent des mecs brillants. Ou pas d'ailleurs, mais qui sortent juste d'école et en fait ils les mettent dans un process qui est tellement rigide, tellement strict, et ils vendent cette méthodologie aux clients en disant c'est un truc de malade, qu'en fait même un mec qui a juste 3, 4, 6 mois d'expérience, il va exceller, tu vois. Parce qu'en fait il fait des choses qui sont très simples avec un niveau de complexité qui en fait est vachement atténué, tu vois. Et je connais beaucoup de boîtes qui font de l'EBITDA monstrueux avec ça. Et en fait le problème, et nous, alors chez Germinal on faisait pas de l'EBITDA monstrueux malheureusement, mais le problème en faisant ça, c'est qu'en fait, tu t'adaptes plus à ce que veut ton client, mais en fait, tu as ta méthodologie et tu la colles sur le client. Et je l'ai vu dans les agences de dev, et d'ailleurs, ça fait des personnes qui, quand elles sortent de ta boîte, ont l'impression de tout savoir, tu vois. Parce qu'en fait, ils sont devenus les champions de ce process. Mais en fait, ce process, quand il se heurte à la réalité d'une boîte qui ne rentre pas exactement dans les cases, nous, par exemple, on faisait des missions sur 6 semaines. Du coup, j'avais des mecs qui étaient trop forts pour faire des missions sur 6 semaines. Et moi, j'ai un mec, une fois, il m'a appelé. Il dit, mec, je suis en période d'essai là, pendant 6 semaines, j'ai brillé, j'ai fait le process Germinal. Et il me dit, maintenant, je fais quoi? Le mec, il a bossé 2 ans chez nous, il dit, c'est quoi la suite, quoi? Parce que j'ai jamais fait une mission de plus de 6 semaines chez un client, tu vois. Et pareil, j'ai vu des mecs sur des missions de dev qui utilisaient une techno, toujours la même dans leur boîte, ils recommençaient toujours les projets de zéro et tout. Et le mec, quand il arrive dans une boîte où il y a déjà de la dette technique, qu'il faut s'adapter, il dit, mais je gère comment en fait? C'est hyper complexe, c'est hyper. Et t'as ceux du coup qui ont une sorte de crise existentielle quand ils sortent de la boîte. Et ceux qui se disent, en fait, non, c'est le monde qui est pas bon et qui retournent. J'en ai vu retourner dans leur boîte d'origine, tu vois. Oui, donc tu veux dire en gros avoir un process. Mais en fait, c'est une dimension qui est très importante qui détermine aussi la courbe de croissance de ton agence. Donc, est-ce qu'elle va grossir vite ou pas? C'est quelle dimension tu utilises pour processiser ton service. En gros, c'est-à-dire que si tu veux, en fait, c'est très simple. Si tu veux faire une boîte qui grossit vite, c'est une méthodologie appliquée à un type de client pour un prix plus ou moins dans une range. Et sur lequel tu peux mettre n'importe qui quasiment. Ouais. Voilà, c'est ça. Sur lequel tu peux en fait embaucher facilement tu peux délivrer le produit et le répliquer plusieurs fois. Et plus tu processises, moins c'est efficace en théorie. Exactement. Et en fait, plus tu arrives à. Et en fait, nous, c'est là ce qui nous a permis de grossir très vite au début, c'est qu'on est très très vite allé sur le use case, la DNVB en fait. Ouais, la DNVB et juste avant. Oui, c'est les boîtes, juste pour info, la DNVB, c'est les boîtes qui vendent un produit en ligne au lieu d'avoir des magasins physiques. Exactement. Et à un moment, c'était hyper. Oui, je me souviens, tu étais les spécialistes. Tous les mecs qui avaient vu DNVB, ils disaient, faut aller bosser avec Kudak. Oui, on a discuté avec tout le marché sur ça. Parce qu'on savait que c'était un use case, c'était des boîtes qui étaient souvent bien brandées, qui avaient une capacité de créa intéressante et qui avaient à chaque fois un mec qui gérait là en fait. Et c'était pas toujours bien fait. Donc notre premier use case s'est fait là-dessus et on avait cette approche avec la performance via la créa. Et ensuite là, maintenant comme la boîte elle grossit, en fait tu commences à avoir plusieurs. C'est là où tu te rends compte en fait tu as appliqué ton process comme une brute sur un type de client. Tu as un mec un peu à côté, tu te dis ça va fonctionner, ça fonctionne pas. Ouais, exactement. Et voilà, donc c'est du B2B, putain, et maintenant on est bon en B2B. Et le problème c'est par exemple pour le dev, c'est qu'en fait souvent tu appliques, mais en fait du coup tu finis par changer. Enfin, c'est ça en fait, c'est à quel moment
c'est bon pour le client et c'est bon pour toi, et à quel moment ça devient bon juste pour toi et mauvais pour le client, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai vu beaucoup de boîtes, pareil, franchir cette étape où en fait, ils ont des sales qui sont tellement forts que tous les clients se disent que c'est comme ça qu'il faut faire, et en fait, juste, ça marche pas, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, moi, chez Herminal, j'étais un super bon sales et je vendais cette méthode, et je pense qu'honnêtement, avec le recul, il y a peut-être 30%, au moins 30% des clients où ça marchait vraiment bien et 70% où c'était juste pas adapté. Oui, et puis c'est un peu la limite structurelle d'une agence. Enfin, pourquoi tu es une agence et t'es pas un SaaS? Ouais. C'est parce qu'il y a une partie que tu. Il faut à un moment, il faut un mec qui. il faut s'adapter. Oui. Sinon, bah, tu feras un SaaS si Ouais. c'était aussi simple. C'est ça. Mais du Exactement. coup, et du coup, toi, et là, c'est quoi les enjeux? Parce que du coup, tu es sorti de la DNVB, comment tu as adapté tes process du coup? Pour Bah, faire que là, tu avais sur un truc où tu étais vraiment bon, donc pour le coup, tu avais peut-être 90% de matching. Comment, parce que moi, je suis sorti de là en disant juste, bah, je vais être meilleur en sales. J'ai une meilleure brand et du coup, je vendais des trucs qui n'étaient pas adaptés. Mais toi, du coup, comment est-ce que tu as fait pour passer cette étape-là? En gros, ce qui s'est passé, c'est que la vague des NVB a été. C'est un peu, tu vois, le soufflet est un peu redescendu Ouais. post-Covid. Et donc là, en fait, on a commencé à se poser la question de quelle était pourquoi est-ce qu'en fait ça marchait bien sur les DNVB finalement? C'est pas parce que ça s'appelait, il y avait 4 lettres, c'était DNVB, ça marchait pas sur Ouais. les autres. Ça marchait parce que c'était une certaine range de clients. Et on a toujours été très frileux, et c'est surtout moi qui imposais ce défocus souvent, donc j'ai dû me calmer là-dessus, à aller directement sur toutes les. On s'est dit, ok, bon, bah, c'est pas les DNVB, vas-y, il faut qu'on fasse les boîtes de formation, il faut qu'on fasse le B2B, il faut qu'on fasse la lead gen, il faut qu'on fasse tout. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est, ok, là où nous on est très performant, c'est les boîtes, c'est Meta Google, c'est 95% de ton mix. Ouais. C'est pour ça que les grosses boîtes, quand tu commences à avoir du display et tout, etc., c'est moins des choses qu'on traite. Et use case achat en ligne directement. Tu vois, aujourd'hui, on fait beaucoup de lead gen, mais c'est surtout là-dessus qu'on a le gros de nos clients. Et donc, on s'est dit, en fait, ces mecs-là. Moi, j'ai fait grossir ma boîte en me disant, bon, je vais targeter que ces gens-là. Je vais les séparer par industrie, je vais faire des use cases pour chacune des industries. Et la méthodologie, en fait, ce qui est génial sur ces mecs-là qui dépensent, e-commerçants qui dépensent donc moi, c'est entre 10 et 300 000 euros par mois. Ouais. C'est assez large, mais ça fait le taf. C'est 90% la même entre les boîtes. Ce qui change beaucoup, c'est la partie créa. Ouais, mais toi, tu vois, ce qui change, par exemple, c'est que ce que tu me disais, c'est que toi, tes mecs qui bossent avec un client, si demain ils allaient bosser chez ce client-là, au long terme, ils feraient le même job. Oui, ça, Alors que ouais. la boîte dont je te parlais en Ouais. tech et moi, bah, en fait, s'ils avaient dû bosser pour cette boîte-là, ils auraient pas en temps complet, Ouais. ils n'auraient pas du tout fait le même job. Tu Et vois. c'est toute la différence entre le service que tu fais avec Germinal qui était une mission. Ouais. Et moi je vois un truc, c'est comme si tu me prends en CDI, en fait, au lieu de recruter quelqu'un, tu vas chercher un mec de chez Kodak qui a les bons outils, qui a les bonnes méthodes Ouais. et gère ton truc. Donc j'ai pas beaucoup de différentiel, moi. Mais d'ailleurs, c'est un très bon business model. C'est quand tu arrives à placer des gens. Le dernier modèle, mec, là, qui est assez évident, c'est quand. Alors, toi, ce qui est un peu différent, parce que toi, tu prends CDI, mais moi, une des boîtes que j'ai vu exploser, c'était ils prenaient un freelance à 400 balles et ils le plaçaient à 700, tu vois. Et du coup, eux, ils plaçaient des mecs pour 6, 9, 12 mois. Du coup, ils n'avaient même pas le risque. Toi, tu as le risque que le mec est en CDI chez toi, tu vois. Mais du coup, ils n'avaient même pas le risque. Ils arrivaient à faire leur taux de marge. Et en plus, si le mec était pas performant, qu'il avait pas de taf ou des choses comme ça, en fait, peu importe, parce que le mec était placé, tu vois. Et les mecs juste. Et j'ai vu des. Pareil, c'est un autre business model d'agence, mais qui est. Pareil, qui joue vachement relationnel parce que comment est-ce que tu fais que. Enfin, placer des gens, c'est quand même un business. Ta proposition de valeur est quand même très très faible, tu vois. Ouais. Par rapport à aller voir une plateforme de freelance, etc. Oui, ouais, ça, faut qu'ils viennent avec des. Enfin, nous, il y a des outils, des trucs. Ouais. Faut qu'il y ait plus que juste la. Voilà, mais moi j'ai ça vu coûte des cher. mecs, j'ai même vu des mecs très très bien réussir là-dessus, mais pareil, en fait c'était des brutes en sales. C'était des brutes en relationnel. Parce qu'en fait les mecs qui plaçaient, ils étaient pas si bons. Mais par contre, ils étaient tellement forts en sales, ils connaissaient tellement tout le monde que tout le monde finissait par bosser avec eux. Tu vois. Moi, je suis pas encore trop dans ce game-là. Oui, mais justement, toi Ouais. c'est différent parce que toi, c'est pas tu places un mec que toi t'as formé, que tu maîtrises et que t'es en CDI. Alors que là, vraiment, c'était le mec prend un freelance, il te le donne, il aurait pu aller le chercher lui-même. C'est le marketplace avec 40% de frais, quoi. Exactement. Ouais, mais ça, il y a des boîtes qui ont fait des énormes succès là-dessus et des exits à 80, 100, 150 millions. En France, très rapidement. Ouais. C'est des mecs qui en 7, 8, 10 ans, tu vois, sur ce modèle-là. Mais pareil, c'était un play de sales. Et toujours, en fait, à la fin, quand tu prends une agence, il faut toujours te dire, genre, comment dire, est-ce que c'est un business model qui est smart pour moi en tant que personne ou est-ce que juste c'est un business model qui est smart pour le mec en face? Et que le mec te trouve un freelance, qu'il te le mette chez toi pendant 6 mois, c'est un business model qui est smart pour le mec en face. Il est pas smart pour toi, tu vois. Ouais. D'ailleurs, comment tu. Je disais, le succès, c'est pas le truc principal. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as des super résultats. Moi, j'avais des clients où j'avais des résultats de ouf, ils étaient pas contents. J'avais des résultats avec 0 résultat, les mecs étaient refaits. Genre, je comprenais pas. Tu vois, vraiment, je buguais parce que moi, en fait, j'ai fait une corrélation entre la performance par rapport au brief initial et le NPS client. À un moment, j'envoyais un NPS client toutes les semaines avec clients sur 6 semaines et je faisais, tu vois, j'avais en gros ma performance par rapport à ce qui était fixé et je voyais que ça c'était pas corrélé, quoi.
du coup, ça pose la question de comment bien bosser avec un prestataire de service si tu es de l'autre côté. Ouais. Mais toi, si tu es une agence, est-ce que toi aussi, tu as constaté qu'en fait, bah ouais, les résultats, il n'y avait pas que ça qui comptait, quoi. 100% d'accord. Et même dans l'autre sens, hein, parfois tu as des clients sur lesquels c'est dur en termes de résultats et ils restent avec toi parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont accompagnés par la La meilleure bonne personne. Ouais. Mais en fait, ce qui est un peu tricky avec le service, c'est que déjà, dans mon métier en tout cas, tu es très tributaire de plein de facteurs qui ne dépendent pas de toi. Oui. Donc Bah, c'est pour ça que le truc le si plus le produit dur- est mal positionné, trop cher. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'en fait c'est intéressant de bosser avec des grosses boîtes, c'est que c'est des boîtes qui ont en général moins de questions sur le product market fit. Et donc c'est très agréable de. En fait, tu vas jamais dire dans un call, bon bah il y a un problème avec le produit. Tu vois. Ou alors il faut vraiment avoir des grosses couilles et avoir un truc très solide Ouais, à défendre derrière. Mais en tout cas, ce qui est juste, c'est que tu vois, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, enfin un raisonnement, c'était que un mec à qui tu peux avoir délivré la même qualité de service, enfin même, les mêmes résultats, donc 9 sur 10 disons pour les deux, t'en as un qui peut être super content et l'autre super mécontent. Et là, pourquoi? Ben, je vous le dis pas dans la pratique, c'est quoi la différence là-dessus? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui est content et qui n'est pas content? C'est qu'est-ce que tu as raconté avant. Et donc en gros, qu'est-ce que tu as vendu? Si tu as vendu un 10 sur 10, tu as délivré un 9 sur 10, tu as un mec qui a envie de te tuer. Si tu as délivré un 8 sur 10, tu as délivré un 9 sur 10, tu as un mec qui est avec toi pour la vie. Si tu as promis un 9, tu as délivré un 9, c'est bien. C'est le gros de ton portefeuille. Moi, un truc par exemple, j'ai vu qui rendait fou les gens, c'est les fautes d'orthographe. C'est-à-dire, tu fais des ads, tu as 2 ads avec des fautes d'orthographe. Mais en fait, tu as tout bien fait, la landing page elle est nickel, elle convertit, mais ça te donne une impression de mauvaise qualité. Oui. J'ai eu plein de problèmes. À un moment, c'était un problème endémique chez nous, je te le dis, genre, c'était un vrai sujet. Il y avait toujours une ou deux fautes qui se glissaient. Et un autre truc, c'est la réactivité. Nous, on avait un process où on disait, en fait, on était hyper organisé, un peu Fordisme, tu vois, genre, tu savais ce que tu devais faire tel jour sur tel client et tout. À un moment, on avait un algo qui répartit la charge de travail à faire avec un temps estimé, ça te crée les événements de ton agenda. On est allé trop loin, les gens n'étaient pas fans. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on disait aux gens, en fait, on se voit une fois par semaine, mais on se parle pas entre les deux. Et à un moment, on a dit, ok, en fait, on va parler avec les clients et juste la priorité, ça va être de répondre instantanément aux emails. Et tu as toujours la notif. Et nous, on avait 2 clients en moyenne, parce que tu avais 2 missions maximum. Et on disait juste, tu réponds instantanément, mec. Et en fait, le moment où on s'est mis à répondre instantanément, on travaillait moins pour le client. C'est-à-dire en moyenne, on faisait 3 jours pour le client, on est passé à 2,3 jours parce qu'on faisait des calls, des machins, tu sais, ça te défocus et tout. Donc j'ai vu mes pics de productivité en termes de nombre de tâches faites qui baissaient. Mais par contre, mon niveau de satisfaction a explosé parce qu'avant, les mecs, ils attendaient pendant une semaine, on répondait pas à leurs emails, ils pétaient des câbles en fait. Ouais. Et tu te rends compte en répondant de façon instantanée et en gérant les fautes d'orthographe, même si tu passes de 3 jours à 2,3 jours délivrés, plus le dernier facteur, c'était la façon dont on présentait ce qu'on avait fait. Si tu as fait 6 landing pages et que tu dis voilà, j'ai fait 6 landing pages et que tu présentes ça dans un tableur Excel avec des liens, versus tu as fait des slides, tu dis voilà l'approche qu'on a eue, voilà comment on a réfléchi, j'en ai parlé avec machin, tac, tu présentes une landing page, puis après tu dis on a une autre approche, tac, deuxième landing page, troisième landing page, tu es en mode genre waouh, le mec, ouais, il en a fait 6 versus voilà le Excel, c'est toutes les approches, faites-moi des retours. Oui. Genre, c'est 3 trucs qui paraissent, désolé, c'est basique. Non, mais je suis ça a fait totalement d'accord. toute la diff et on est passé de 3 jours délivrés à 2,3 jours délivrés. Mais mon NPS, il a explosé. Oui, mais en fait, sur le truc de la réactivité, en effet, c'est un truc. C'est une façon facile de briller, en fait. C'est-à-dire, tu as tellement de trucs qui ne dépendent pas de toi là-dessus, soit au moins irréprochable là-dessus. Et en fait, il faut te mettre toi aussi à la place d'un consommateur. Quand tu as une merde, souvent quand il t'écrit, c'est qu'il a besoin de savoir un truc. Ouais, il est stressé, il est angoissé, ça lui prend la tête dans sa journée. Tu as ton colis qui n'est pas arrivé, tu en as besoin parce que tu vas partir dans 2 heures et tu as besoin de le recevoir. Bah, si un mec qui te répond en 5 minutes et qui trouve une solution à ton problème, bah en fait tu dis ok, c'est. En fait, simplement que tu bosses avec une Même agence. s'il trouve pas de solution et qu'il dit on est désolé, ce sera pas possible de vous le livrer, on s'excuse. Ouais. Versus t'as pas de réponse, t'attends et finalement tu l'as pas, là ça te rend fou. Ouais, c'est ça. Bah, totalement, mais parce qu'en fait c'est des. Comment dire? C'est le client, il a juste besoin de savoir qu'il bosse avec l'homme de la situation, tu vois, l'homme ou la femme de la situation. Ouais. On a un truc, c'est. Donc mon associé il a codé ça, on a un canal où tu as tous les jours un principe sur le service qui revient, il a une grosse bible. Il y en a un, c'est que tu seras l'homme / la femme de la situation. Et en fait, ça veut dire qu'il a besoin de savoir qu'il est accompagné par la meilleure personne. Et ça, tu dois lui démontrer en étant irréprochable sur tous les trucs classiques du service. C'est-à-dire quand tu tiens ta parole déjà. Ça, tenir sa parole, c'est un truc tout con, c'est comme être réactif. Je vais t'envoyer un truc ce soir, je t'envoie ce soir, je t'envoie pas demain. C'est terrible, si tu dis t'as tellement raison. Et alors que si tu dis demain matin et que tu l'envoies ce soir, le mec il fait waouh. Ouais, c'est vrai que tu t'envoies en avance. Et à la fin, en fait, tu dis demain matin et t'envoies ce soir ou ce soir et t'envoies demain matin. Bah en fait, bref, whatever. En fait, ce que tu dis, c'est hyper important et c'est ce que tu as promis. Oui. Et moi, je sais qu'en vente, au début, j'étais vachement pushy sur je suis sûr qu'on va avoir des résultats. Et à la fin, je dis ok, c'est un cas compliqué, mais voilà tous les benchmarks. Je pense qu'on peut avoir tel type de résultats et tout. Et je ciblais toujours en dessous de notre benchmark. Bah pareil, en fait, moi avant, quand je faisais de la vente, le problème c'est quand tu survends, tu signes plus de deals, mais en fait, tu défonces la mission derrière.
Et ça, pour moi, c'est le travail d'une agence, c'est utiliser ton expertise pour expliquer au client qu'est-ce qui est possible. Et ça, c'est pour ça que le travail d'avant-vente, c'est le démarrage. Ta collaboration, elle démarre quand le mec il pop dans le, tu l'as au call de précal. Ouais. Et en gros, tu as tout ce panel de clients que tu as accompagné. Oui, la collab, elle commence pas quand tu as signé le deal. C'est ce que la plupart des gens pensent. Voilà, il arrive. Ils font du service en freelance ou ouais. Moi, il arrive avec des campagnes qui font pas ses résultats. Il me dit non, mais moi, j'ai besoin de faire mon BP de temps. Je te dis pas, ok, bah tiens, bah, change tel truc pour améliorer ton ROS, etc. Je lui dis, ok, ton BP, est-ce qu'il est crédible? Je te retourne les calculs. Bon, si tu veux avoir ça, il faut que tu fasses ça. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Ah oui, non, c'est chaud et tout, etc. Ok. Bon, bah moi, je te dis, on peut faire ça sur tant de gens. Et en fait, tu as tout ce travail-là. C'est le plan, tu vois, ce que je te disais avant, qu'est-ce que tu as promis au début? Nous, c'est ça. Il y a une roadmap au début. Voici ce qu'on va faire. On fait des POC de coup de 3 mois. À l'issue du POC, on va tester ça, ça et ça. Ce sera un bon scénario s'il se passe ça. Est-ce que tu es d'accord? Le mec fait, ah ouais, j'avoue, je suis chaud. Et à la fin, tu te pointes, tu dis, bah regarde ce qu'on avait dit il y a 3 mois. On a fait ça et ça s'est jamais passé exactement comme prévu, en bien ou en mal. Et après, tu le prends en fait. C'est comme quand tu manages un employé. Tu vas faire une période d'essai. Tu dis, bon, bah moi je suis content. À la fin de la période d'essai, je te la valide si tu as fait ça, ça, ça et ça. Et à la fin, si tous les mois, tu fais un point d'étape, c'est. Ouais. Tu vois, regarde, tu m'as dit ça. Et faire un point d'étape tous les mois, oui, ça fait. Ouais. Attends, je regarde juste et. Je fais juste attention qu'on loupe pas le. Je regarde si j'ai enfermé ma femme dans le bureau. Parce qu'elle peut juste sortir, elle ne veut plus rentrer. Et du coup, là, t'as vraiment ce gros niveau. Je vérifie juste parce que la dernière fois, on m'a fait un petit reproche, c'est que je teasais des trucs. J'ai oublié on en parle pas. Parler dans ma vidéo. Toi, t'as vraiment ce truc de dire. Aujourd'hui, t'as toute cette expérience. Aujourd'hui, tu es parti sur une offre hyper segmentée, au début sur une offre hyper segmentée des NVB, tu as fait du contenu et tout. Ça, tu m'as dit au début, tu marchais sur l'eau quoi, quand c'est parti. Ouais. Si tu devais repartir de zéro aujourd'hui, comment tu ferais pour avoir un départ, même si c'était possible, encore meilleur Parce que je sais que toi, tu faisais 100 000 de revenus par mois au bout de 12 mois, c'est ça? Ouais. Enfin, genre, j'ai vu très peu d'agences faire des départs comme ça. J'ai eu l'impression que tout était facile en fait. À part Germinal peut-être. C'est vrai que vous, là, en 15 mois, on a fait 1,2 million. Ouais, putain, vous êtes des monstres. En chiffre total? Ouais. Ça, moi, je faisais pas ça. On a fait 1,2 million, 2 millions, 2 millions 8. Ouais. Bah, souvent, quand ça se passe, c'est pas que t'as ramené plus fort que les autres. Non. C'est quoi? C'est le positionnement. Oui. Et nous, on disait qu'on faisait du growth marketing. On Ouais. avait un seul concurrent à l'époque qui avait une approche de Zio qui était très bon, qui avait une approche très technique. Et nous, on avait une approche, d'ailleurs, qui, à mon avis, le faisait un peu péter un câble à raison. Très, on va démocratiser ça et en fait, tout le monde peut l'utiliser dans tous les secteurs. Et du coup, puis avec la Social Proof, vous avez créé un bouquin qui s'était bien vendu. Et du coup, Social Proof plus approche genre sprint 6 semaines avec une nouvelle méthodologie qu'on peut démocratiser pour c'est pas que pour les startups, c'est pour même les PME, les grands comptes, etc. Ça avait été il y avait juste, en fait, je me faisais tirer par ma boîte. C'est ça, j'ai eu le même sentiment, exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que tout était facile et tout à coup, tout est devenu dur en fait. Quand tous les problèmes que les autres décrivaient, je leur chiais dessus avant, en leur disant non, mais moi j'ai pas ce problème là. Je me souviens, on avait fait un coach, je t'avais donné quelques conseils et tu m'as dit écoute, c'est une grande qualité parce que tu écoutais les conseils, mais tu m'avais pas chié dessus, tu m'avais juste dit dans ta tête peut-être, mais tu avais été poli avec moi. On en a parlé, je me souviens pas de ce coup. Et 6 mois après, j'étais sur la digue, on marchait, je me dis putain, le mec. Ça marche vraiment bien pour lui, mais il a peut-être besoin. J'avais dit à un pote, il a besoin de se prendre une claque dans la gueule. J'en ai pris plusieurs. Et on s'était rappelé, tu m'as dit écoute Grégoire, on avait cette discussion et tu te souvenais de ce que je t'avais dit. Donc ça prouve que t'écoutais. Parce qu'il y a des gens, ils écoutent pas. Dans ces moments-là, ils ont leur ego, ils écoutent pas. Et du coup, on s'était mis à discuter. Ce qui nous a amené à être là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est drôle, mais cette petite discussion. Oui, absolument. Attends, je sais plus comment on parlait avant. Et du coup, comment démarrer de zéro? Oui, parce que ça, c'est quand même dur de trouver ce truc. Je pense que vraiment, si ton objectif, c'est d'être sur la trajectoire de croissance la plus rapide d'une agence, donc disons qu'1 million la première année, je trouve ça impressionnant pour une agence. Il te faut 2 trucs. Il te faut une vague, une bête de vague. Donc, faut que tu arrives à trouver un truc qui parle bien aussi de la performance via la créa. Donc, tu veux dire que tu veux dire que par exemple, écouter la formation d'un infopreneur où 1000 autres mecs sont là, tu risques de pas avoir cette vague. C'est possible. Ouais. Non, mais tu peux faire un business qui fonctionne, mais tu n'auras pas un truc. Oui, mais tu feras pas mieux la première année. Nous, c'est un peu notre playbook. Mais d'ailleurs, moi, mon travail, c'est ça en fait. C'est quand même d'élargir le groupe d'agences en regardant la vague et en cherchant le surfeur. Tu vois. Je passe mes journées à. Oui, tu m'as dit, t'as des mecs qui sont d'ailleurs plutôt chauds. À chercher des gens, mais c'est rare, tu vois, c'est des gens qui ont envie ils voient toute la vague et ils disent bon bah je vais la surfer comme un bâtard en fait, je vais pas juste rester sur le côté, je vais aller en pleine mer quoi. Bon la métaphore s'arrête là parce que ça marche plus après. Mais bon. Qu'après à un moment la vague tu tombes, et après tu dois redémarrer, tu dois repartir et la vague est pas forcément plus grosse donc ouais on va se calmer sur les comparaisons. Mais on a l'idée. Donc une grande vague et ensuite une façon de la surfer qui est intelligente et je pense que c'est ce que tu parlais dans ton positionnement, nous c'était le fait d'avoir
d'avoir directement intégré perf et créa dans un seul produit au début. Oui, ce qui était à l'époque révolutionnaire. l'époque, Parce qu'il y avait des maintenant. agences créa, des agences perf. Je me souviens, les gens ils disaient ah non, non, Ouais. nous on fait de la performance, nous on fait de la créa. Ouais. Et les mecs bossaient ensemble et les créas envoyaient les trucs 3 semaines après, les itérations. Je me souviens, c'était une Oui, c'est que moi, catastrophe. ils n'étaient pas habitués à ce qu'une agence perf fasse des recos sur la créa. Mais moi je me souviens, nous ils nous disaient mais vous êtes créa ou perf? Parce qu'on faisait les landing pages et Ouais. les ads et on testait plusieurs canaux d'acquisition. On disait on n'est pas expert mais on permet de savoir. Et les gens étaient en mode vous allez nous tester Google, Facebook, Ouais. faire 5 positionnements, faire les landing pages et les ads, ils disaient- et tout ça en 6 semaines, ils disaient mais c'est pas possible. Et après on passait le relais, on disait bah ça marche, parce que des fois tu voyais des trucs. Mais moi j'ai fait des clients, tu voyais que Je crois Facebook que tu Ads. m'avais envoyé un client, gros. Je me souviens de me souvenir d'un client qui est resté longtemps chez nous. Ouais. Ouais. C'est Gaillago, ça s'appelle. Yago, je t'ai envoyé Gérard Darrel aussi. Oh, et putain, tu sais que j'oublie à chaque fois, mais Jardin c'est un de mes plus gros clients Ouais, bah, c'est nous, ouais. ever. C'est Mais vrai. justement, on a bossé, on a fait des tests, on a vu C'est ce qui vrai. marchait. Je les ai Et à un fait, moment, putain. par contre, quand tu arrives sur des gros budgets que tu gérais, on n'était pas expert dessus. Ouais. Et on avait essayé de lancer d'être gestionnaire d'ads et de faire créer et tout, mais en fait, c'était pas notre culture, ça marchait pas. Parce que tous les mecs, ils étaient dans l'intensité, dans le truc. Du coup, t'avais 2 boîtes, c'était très bizarre, ça marchait pas. Ouais, moi, dans mes nombreuses itérations, j'ai aussi voulu faire un peu de mission commando. Ouais. On a essayé de se copier mutuellement. Ça marchait pas. Et du coup, si tu veux partir de zéro, tu Oui. disais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y avait un truc qui était important. Oui, non, c'est voilà, oui, c'est le truc qui nous a débloqué au début, c'est que très très vite j'ai eu un use case bien. En fait, les agences, je trouve ça assez simple. Notre devise, c'est broadcast great work. Ouais. Ça veut dire donc on a la diffusion avec le contenu, etc. Et ça ne marche que si on a du great work à montrer. Si tu montres de la merde, Ouais. ta boîte elle grossit pas. Donc le but, c'est de produire le plus de bon travail. Et ensuite de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui soient au courant que tu as fait du bon travail. Et après, tout n'est qu'une ramification de cette Et idée-là. c'est ça qui t'a fait ton acquisition au début. Exactement, ouais. Moi, Et c'était pas du tout ça. moi j'avais du bon. On faisait du great work, on faisait du great work, on faisait du great work, mais c'était pas du tout la stratégie d'acquisition. Et j'ai la chance d'avoir France Tonnerre assez vite qui a été un beau spender et qui me permettait d'être très convaincant dans les calls. Et après d'autres références qui sont venues derrière. Mais en fait, plus t'as des. En fait, il faut se dire, j'essaie toujours de me dire, les agents, c'est quoi? C'est que tu dois convaincre des gens de travailler avec toi et après les garder longtemps. Les garder longtemps, je pense d'ailleurs, c'est aussi un conseil, c'est que je me serais concentré plus vite sur le produit. Ouais. Mon associé, heureusement qu'il était là, mais je pense sinon, Kodak serait mort. Parce que je suis pas un mec du produit, je suis pas un mec d'amélioration minutieuse. Oui, du produit, enfin de ton équipe, comment est-ce que ce que tu vends ton service, il est vraiment le plus optimisé possible et de la meilleure qualité, relation ouais. client, delivery, etc. Oui, voilà, c'est Sans ça. tomber dans les travers qu'on dit tout à l'heure où tu standardises tellement que tu crées des mecs qui Oui, comprennent. c'est-à-dire que tu vas mesurer, à la fin, tu appelles le gars, il est content d'avoir bossé avec toi et il te recommande. Enfin, Ouais. le mec est prêt à te recommander. Attends, et donc je te disais ça, je dis oui, les use cases. Pour moi, c'est le but. Je me serais concentré le plus vite possible sur avoir un use case. Parce que ça donne aussi de la crédibilité, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent, tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a plutôt maintenant 2 ans, on voulait faire, on croyait beaucoup dans les agences très spécialisées sur un use case, et j'y crois toujours. Ouais. Il y a des use cases qui sont comment dire, c'est des faux, tu sais, ils appellent ça, chez YC, ils appellent ça les tar pit ideas. Je sais pas si tu vois. C'est un puits dans le désert qui en fait, ça crée un mirage pour les animaux. Ils croient que c'est une source pour aller boire de l'eau. Et en fait, je crois que c'est un phénomène physiologique qui fait que en fait, c'est du pétrole. Je sais pas, ils sont embourbés dedans et ils crèvent. Et en fait, ils servent de ça pour dire c'est les idées que tout le monde a eues. Oui, je En vois. mode, C'est trop ce que j'appelle stylé. des fausses bonnes idées. Des fausses bonnes idées. L'expression est beaucoup meilleure. Bon, en fait, il y a plein de positionnements qui marchent pas. Et donc, nous, on a voulu faire par exemple une agence Snapchat Ads. On s'est dit, il y a Snapchat, c'est en train de monter un petit peu. Oui, etc. j'ai vu. Souvent, c'est trop petit en fait. Et ça C'est touche- des régies trop petites. Du coup, les gens, opérationnellement, ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas de différence Oui. assez marquée entre Meta et Snapchat. Alors que Pinterest, par exemple, Ouais. il y a un mec en France qui fait du très très bon taf Luc, là-dessus. Ouais. Il fait du super taf, je l'ai vu ici. Et justement, lui, il s'est positionné, mais il dit en fait, c'est pas du tout la même façon de faire des. C'est assez différent quoi. Et oui, et il a structuré son produit de façon. Tu vois, lui, il intègre l'organique dans Ouais. son produit. C'est qu'il y a une énorme. Du coup, il a une synergie proposition de sur le valeur reste. où en effet, c'est assez fort. Ouais, de ouf. Et je sais plus. Et on avait fait pareil, nous, oui, tu vois. Ouais, Vous avez fait ça aussi? Non, mais on avait essayé de rajouter des régies, on s'est dit on va essayer, ça marchait pas. Mais c'est drôle parce que moi, ce que j'ai fait au début, c'est qu'on a dit je vais aller faire du growth marketing. Et au tout début, j'ai dit on va faire que pour les boîtes d'assurance. Et on a fait que des boîtes d'assurance. Et ça marchait bien. Ah ben on allait voir toutes les boîtes d'assurance et nous on est les spécialistes du growth marketing pour les boîtes d'assurance. Et je trouve les gens souvent ils ont tendance à pas se nicher assez. C'est-à-dire tu vois toi les DNVB tu faisais juste Facebook Ads pour les DNVB. Juste Facebook, ouais. Maintenant, on fait Google. Ouais mais maintenant oui mais t'as grossi. Non, mais nous, Mais c'est aussi, pareil on n'a pas fait que les boîtes d'assurance. Ouais. Mais mes 7 premiers clients d'affilée c'était que des boîtes d'assurance. Et ça nous a permis de monter très très vite. Et après on a commencé à signer d'autres deals etc. Mais en fait les gens souvent je les vois ils disent ah ouais bah moi je fais TikTok. Genre en organique. Tu vois. Je leur dis mais si tu dis moi je fais TikTok en organique pour les fondateurs ambitieux qui viennent s'installer à San Francisco, t'as un truc, peut-être, ou Et peut-être si pas. tu as un use case, surtout, moi, c'est ça que j'avais pas compris. Est-ce que tu as une raison d'expliquer
que le positionnement il fait sens. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a une façon spécifique de faire le travail pour ces gens-là. Oui, c'est vrai, t'as Et raison. pourquoi tu l'as bien fait Alors, pour ces gens-là. Et ça se faisait pour les assurances parce que les coûts d'acquisition étaient très élevés. Ouais. Du coup, en Google, ça coûtait une fortune. Et du coup, en fait, et personne faisait de Facebook, quasiment, ils faisaient tous du Google et ils payaient des trucs. Et du coup, on est arrivé en disant, bah nous, on a des nouveaux moyens d'acquisition sur lesquels on va tester vite. Et vos coûts d'acquisition sont tellement élevés qu'en fait, ça vaut le coup de mettre 20, 30, 50, 100 000 pour essayer d'autres canaux. Parce qu'en fait, c'était des mecs qui étaient saturés, qui étaient tous over-dependent à Google Ads et qui, en plus, la plupart des gens, ils savent pas vendre des assurances. Et moi, mon père était courtier en assurance. Du coup, les mecs, je leur disais, quand ils me parlaient de prévoyance, d'assurance auto et tout, je leur disais, ah oui, mais les assurances auto, il y a tel truc. Et les mecs, j'étais en mode, waouh! Genre, tu sais ce qu'on fait en fait. Et du coup, la technicité du produit, le fait que les mecs étaient tous over-reliable sur des vieilles agences en Google, avec des coûts d'acquisition qui étaient démentiels, en fait, ça faisait que. Et le fait que. Enfin, moi, je pense que c'était les deux trucs, plus le fait que growth marketing, la nouveauté, c'est ce qui fait qu'on a percé dans ce truc-là. Mais honnêtement, on est passé de 0 à 60 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. C'était genre. On a appris, je me souviens, genre, à un moment, j'étais en mode, mais on va juste pas y arriver, quoi. Et après, c'est stabilisé, on est passé à la fin de la première année, on était à 120 000, après, c'est passé plus doucement. Mais juste, on a fait tac, 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 et en fait, la recommandation. Quand on avait des résultats, les mecs, ils nous recommandaient à tous leurs potes. C'était incroyable. Ouais, bah ça, et moi, je faisais full. Toi, tu faisais du contenu en ligne? Ouais. Moi, je faisais full conférence. Pareil, je dis aux gens, mais moi, j'ai écrit un bouquin, je faisais des confs. Ouais, on a parlé. Convaincu, ouais. Et non, mais je disais aux gens, et aujourd'hui, je trouve que c'est sous-exploité. La plupart des gens qui font des confs sont assez médiocres, parce que c'est des conférenciers, mais ils sont que conférenciers. Alors que toi, t'es chef d'entreprise, t'as des trucs à dire de ouf, tu vois. Et moi, je dis. Je comprends pas pourquoi c'est un métier conférencier. Je pense que c'est des gens. C'est cool, mais moi, pour moi, c'est des gens très forts qui doivent faire des conférences. C'est pas des gens qui doivent faire que des conférences. Tu vois. C'est un peu chelou. C'est mon point de vue. Et ouais, et je dis aux gens, mais en fait, c'est quoi le truc où t'es fort en fait? Genre, et pour moi, tu dois avoir ton canal d'acquisition, ton secteur et une industrie en bien particulier. Moi, c'est les trois trucs que je dis. C'est trouve ton canal d'acquisition sur lequel t'es bon et tu fais que ça. Trouve ton content, Facebook, whatever. Croise-le avec une industrie si ça a du sens. Parce que tu sais, si j'avais fait Snap Ads pour les Snap Ads pour les assureurs, ça aurait sans doute pas marché. Tu vois, ça aurait été trop petit. Ouais. En fait, c'était pareil que Facebook. Du coup, les agences Facebook auraient pu le faire. Et pour moi, quand tu alignes ces trois trucs, tu fais des trucs de malade. Bah, je suis 100% d'accord. 100% d'accord avec tout. Je crois que j'ai rien à rajouter, mais c'est vraiment. Et aujourd'hui, là, si tu veux lancer ton agence, aujourd'hui, tu t'aurais quoi comme secteur que tu as envie de tester? Bah, j'en ai plein là. J'en ai plein, mais c'est des trucs qu'on est déjà un peu plus ou moins en train de. Ah oui, je donc peux tu veux pas. Je peux le dire parce qu'en fait, il nous faut des gens. Là, aujourd'hui, il y a Amazon Ads qui est en train d'exploser. Qui est en train d'exploser. Donc voilà, il vous faut des gens. Donc si vous êtes talentueux, vous avez déjà fait, allez voir Théo. Il faut être talentueux par contre, parce que quand on voit son équipe, je suis pas sûr qu'il me prendrait. Donc Amazon Ads, c'est pour une raison simple, c'est que le retail media, c'est en train de devenir le retail media. Du coup, c'est bref, l'investissement dans les marketplaces. Et donc tu peux faire ton action de conversion directement. Tu as la pub et l'action de conversion qui sont au même endroit. Ouais. Ça va devenir le premier poste de dépense des marques devant Meta et Google d'ici 5 ans. Donc ça, c'est un truc hyper porteur. Donc on est très intéressé par le sujet. Tu as le CRO, donc l'optimisation du taux de conversion. Le référencement de ChatGPT, moi je ferais ça aujourd'hui. Bah, c'est ma troisième. Ah, mais pardon, excuse-moi, ça, je voulais passer pour un mec smart. Le référencement de ChatGPT, toi, nous, on a toujours eu le sujet de comment est-ce qu'on se positionne en SEO. Je vois des milliards d'acteurs et j'ai pas trouvé de point très différenciant. Ça, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée parce que, de ce que j'ai compris pour l'instant du marché, c'est en train de prendre une part énorme, évidemment, des requêtes, mais la façon de t'optimiser pour un moteur est très différente. Du coup, les mecs qui sont bons SEO, ils sont pas. Non, justement, en fait, elle est pas si différente que ça. Donc, ça veut dire que tu peux prendre un prestataire SEO. Je crois que c'est la pondération principalement des choses qui changent. Mais en gros, c'est les mêmes facteurs, juste pas pondérés pareil. Donc finalement, tu peux prendre un mec SEO, créer une petite solution qui mesure bien ton. D'ailleurs, les mecs que je vois cet après-midi, les Américains, c'est deux concurrents que je vois à la suite, qui font des solutions comme ça, tu vois, si tu en mets dessus. Ça va arriver en France plus vite. Ça ChatGPT. donc ouais, ça j'y crois. Et puis après, j'en ai des tonnes d'autres. Mais... Je réfléchis moi ce que je ferais. Moi, tu vois, aujourd'hui, je pense que idée comme ça, mais tu vois, moi j'aime bien les RH, tu vois, mais si je lance une boîte de service aujourd'hui, je ferais une boîte sur comment intégrer les agents, dans tes effectifs, c'est-à-dire comment aider les gens à choisir leurs agents, comment arriver à manager les gens. En fait, tout ce management autour du fait, est-ce que les gens utilisent l'AI suffisamment, est-ce qu'ils leverage, comment ils communiquent, comment tu revois ton organisation aussi, parce qu'il y a des gens qui vont plus vite. Par exemple, ça crée des nouveaux bottlenecks, le fait d'aller beaucoup plus vite. Quand quelqu'un va 5 fois plus vite, en fait, le bottleneck, ça devient la communication. Du coup, comment tu adaptes toute ta stratégie de management et toute ta stratégie d'organisation au fait que les gens de ton équipe peuvent aller de 5 fois plus vite et que tu as des gens qui ont une adhésion de ouf et des gens qui ont zéro adhésion.
et aussi la transformation de comment est-ce que… Enfin, moi, ça me passionne parce que ça rééquilibre complètement, ça change complètement les flux et les bottlenecks dans les organisations. Tu vois. Genre nous, par exemple, chez nous, on a dû organiser toute la stratégie produit. Et maintenant, avant, on faisait des trucs de quarter tous les 3 mois. Maintenant, on fait des présentations de quarter avec des objectifs qu'on aligne toute l'équipe toutes les 3 semaines. Parce que maintenant, 3 semaines, c'est ce qu'on faisait avant en 3 mois. Et du coup, ça crée la pression sur l'équipe d'une façon complètement différente. Parce qu'en tant que dirigeant, être capable de faire une présentation de quarter toutes les 3 semaines, en fait, ça devient hyper lourd. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on involve les équipes, etc. Et tu vois, ça, c'est un sujet… Là, aujourd'hui, moi, si je lançais du service, je ferais une boîte là-dedans. Parce que je pense que toutes les organisations, elles sont en train d'accélérer. Et dans 3-6 mois, tout le monde va se dire, mais en fait, nos process, ils ont été pensés pour une vélocité et pour des humains qui n'allaient pas du tout à cette vitesse. Ouais, je mets sur la partie… moi, c'est toute la partie, les use case tech de l'IA, les applications sur les boîtes tech de l'IA qui m'est un peu obscur, mais j'ai l'impression que là, il y a des gains monstrueux en voyant les… Tu vois, moi, quand je vois les lovable et tout, tout le vibe coding, je me dis, en fait, mais j'ai désormais plus vraiment de raison de pas m'y intéresser. Parce que du coup, avant tu faisais les landings, les machins, les trucs. Il y a plein de trucs où tu disais je vais pas le faire. Et là, en fait, aujourd'hui, tu es consultant, tu pourrais leur demander de faire beaucoup plus de choses avec quelques outils simples. Oui, et puis j'ai l'impression que surtout, en fait, moi, je sais pas si tu veux directement qu'on parle de l'IA ou c'était la… Vas-y, let's go. Mais moi, en tout cas, les gains, les vrais apports, les vrais bénéfices des solutions IA pour l'instant sont plutôt de mon côté back-end des agences. C'est-à-dire que moi, vraiment, ça change radicalement mes process, mais à tous les endroits. Oui, par contre, mais ta relation avec le client, elle change assez peu. Mais en fait, même le bénéfice pour le client en soi derrière, tu vois, en termes de rendu, limite, en fait, c'est moins bien si tu fais que bosser une IA, tu vois. Ouais. En fait, donc il a le même rendu, c'est juste moi, ça va me permettre au lieu de gérer 12 clients, je vais pouvoir en gérer, je sais pas, 15, 18, 20. Ouais. Et je pense que ça permettra de faire des agences. Si un jour un mec, là aujourd'hui, crée une boîte de service AI native, je pense qu'il peut faire une boîte qui fait 70% d'EBITDA, un truc comme ça. Parce que c'est… En tout cas, ça va durer le temps que la concurrence se mette au niveau ou que les clients montent leur niveau d'exigence pour le même price tag. Mais c'est une fenêtre qui est juteuse. Hein. Ouais, c'est 100%. Mais moi, ça change des trucs drastiques. Tu vois, mais ça me fait quand même faire des trucs mieux, par exemple, sur de la recherche client. Quand on fait les créations, on a toute une phase de compréhension du persona. Ouais. Ça nous fait vraiment c'est des trucs qu'on ne faisait pas en fait avant. C'est extrêmement chiant d'avoir une analyse très complète de comment est-ce que tu parles, de quoi est-ce que ta cible discute en ce moment sur Internet. Ça, c'est un truc où l'IA est très forte. Tu envoies une deep research sur ChatGPT qui t'envoie des trucs. Tu es d'accord. Ensuite, tu fais une automatisation avec ton dashboard de reporting. Donc nous utilisons Motion pour ça, un petit software Ads, qui va te dire, écoute, de ce que je vois, t'as pas testé tel message, tout le truc, et tu as ton brief et tu shootes, et après t'as plus qu'à réaliser les créas, il t'écrit les scripts, t'as juste à les review. Il faut quand même un humain dans la boucle à chaque fois. Mais mais avant, tu pouvais même pas te permettre, parce que tu disais à un client, je vais faire 8 jours de recherche, il disait, je vais pas payer pour 8 jours de recherche. Oui, c'est ça. Alors que là, tu dis… Il dit d'aller se faire enculer, Même sur tu vois, en ce moment, l'outil qu'on a fait, moi, ma problématique, donc aujourd'hui, mon rôle opérationnel chez Kudak, c'est le rôle de CEO, c'est aussi de façon opérationnelle le deal flow. En fait. Chaque mois, je dois faire en sorte qu'il y ait tant de personnes qui ont envie de travailler avec nous. Donc, c'est principalement du contenu. Et mon problème principal aujourd'hui, avec la taille de la boîte, on est 70, c'est de faire remonter la connaissance. Donc, moi, je dois faire des contenus sur YouTube, je dois parler de ce qui intéresse les annonceurs en ce moment. Parce que je ne suis pas au contact, je suis pas en front avec le client. Oui, tu parles pas toute la journée. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est là l'avantage d'une boîte en remote, c'est que moi tous mes calls en fait sont enregistrés de tous mes consultants. Donc on a fait, j'ai découvert, ça s'appelle un RAG, du coup je sais plus ce que ça veut dire. Je sais pas quoi, aggregation mes couilles. C'est un petit mec de 20 ans qui nous l'a fait là, avec lequel d'ailleurs on va probablement faire un peu plus en termes de collab. Et donc j'ai tous mes calls qui sont enregistrés et je peux poser des questions à ma base de données en disant la semaine dernière dans les calls sales, quelles ont été les questions les plus posées par mes clients? Ok, tac, ça m'envoie tous les trucs. Ensuite, je pose la question, et mes consultants ont-ils parlé à leurs clients de ce sujet? Ok. Est-ce que tu peux me transformer ça en un angle vidéo YouTube? Tac. Ensuite, j'envoie ça dans une deep research où tu me cherches tout ce qui existe sur Internet. Fais-moi des plans, et ensuite fais-moi la rédaction. Et hier, j'ai écrit 2 vidéos comme ça. Donc, et ça c'est banger, parce qu'aussi, si tu vois, je m'en sers pour du contenu, mais c'est une base de connaissances ça agrège tout ce que mes consultants savent. Ouais, mais là, du coup, ça te permet de leverage une donnée qui avant n'était pas accessible. C'est-à-dire que tu pouvais pas mettre quelqu'un derrière un call, analyser tous les calls. Donc en fait, tu leverages des insights qui sont un peu dormants dans ta boîte et tu les fais surfacer pour ensuite faire du contenu ensuite. C'est toi qui fais la vidéo, donc en plus c'est pas du vieux ChatGPT copywriting, c'est toi qu'on voit avec des insights qu'il n'y a que ta boîte qui a, mais que tu as pu leverage. Donc c'est ça pour moi l'intérêt de l'IA, c'est récupérer de l'info que tu n'aurais pas pu récupérer avant
pour en faire du contenu que tu n'aurais pas pu faire avant parce que ça aurait pris tellement de temps avec ta tech, ce qui fait que c'est hyper personnel. Voilà, exactement. Et en fait, tu vois, c'est comme ça. C'est quoi la différence entre un freelance et une agence? C'est juste qu'une agence, elle a, c'est ce que valorise tous les clients, c'est qu'elle a des centaines de cas. En fait, elle a plus de cas qu'un freelance. Ouais, mais avant, c'était en théorie. Parce que là, dans la pratique, la communication est hyper compliquée. Donc ça, cette promesse théorique de on peut leverage. Voilà, c'est ça. En fait, t'as plein d'agences qui en fait en vérité non, c'était. Oui, c'est juste des freelances, la les amis, parce du qu'ils consultant communiquent à pas. la limite qu'avec ses autres clients, quoi. Mais C'est hyper intéressant. et Donc en fait, ce que ça c'est fait l'IA aujourd'hui, c'est que ça te permet de leverage ta masse, te permet de leverage de l'information, des insights et que tu peux ensuite réutiliser. Alors qu'avant, tu pouvais le faire, mais c'était beaucoup plus difficile. Il fallait des gens qui étaient en charge de ça, qui faisaient les use cases, qui allaient voir les consultants, qui disaient est-ce que tu as bien géré ça, quoi. Voilà. C'est ouf. Voilà. C'est un gros truc pour les agences déjà. Enfin, ça, c'est très concret. Au moins, c'est aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui disent ouais, demande en agence. Tu vois, AI native en mode on aura que des agents, machin, il n'y aura plus d'humains. Ouais, bon, on n'y est pas encore tout de suite donc je vérifie si on n'a pas oublié un truc. Alors, satisfaction, si tu partais de zéro, très cool ça, trop processé. Le dernier, et on finit là-dessus, comment tu fais? Parce que pour moi, en vrai, si t'es bon en service, ton problème numéro 1, c'est le recrutement. C'est-à-dire comment tu arrives à recruter, parce que c'est les humains. C'est comme moi c'est la vitesse à laquelle je ship du code, je ship du bon code qui me permet d'avoir un bon produit. Tu vois, en fait, à la vitesse à laquelle j'arrive à faire des fonctionnalités qui sont utiles à mes users, toi, c'est à laquelle vitesse tu arrives à entasser des humains qui sont heureux chez toi et qui font du bon travail pour tes clients. Tu vois. Donc moi, tous les matins, je me réveille en pensant produit, code, tech. Et toi, tous les matins, tu te réveilles en disant comment est-ce que je recrute des mecs qui sont suffisamment bons. Et d'ailleurs, moi, si je ship une fonctionnalité de merde, je me fais défoncer. Et toi, si tu fais un mauvais recrutement, tu te fais défoncer. Comment tu fais pour recruter que des mecs très chauds? Bah, tu as plusieurs étapes du process. La première chose, c'est les attirer. Et aujourd'hui, c'est mon problème. C'est-à-dire que moi, je suis capé, j'ai plein de kick-off qui sont en attente de clients parce que j'ai pas de consultant à la mettre en face d'eux. Donc, du coup, c'est la première fois. C'est depuis cette année que ça m'arrive. Et donc, c'est une problématique que j'ai en ce moment, c'est que, en gros, les trucs où ça prend du temps, c'est attirer les bonnes personnes. Donc, attirer les bonnes personnes, c'est un sujet qu'on n'a pas encore totalement craqué parce que nous, historiquement, on a eu assez de deals inbound. Oui, donc du coup, tu n'as pas cette. Ouais. J'ai pas de pratique, enfin, j'ai pas une pratique, c'est le même problème que j'ai en sales, c'est que j'ai pas de practice chasse. Oui, Non, parce que tu as tellement d'inbound, du coup, tu t'es. Personne chasse chez moi, donc là, je dois le mettre en place. Et donc, ce premier truc-là, mais par contre, j'ai une brand qui fait que je suis assez convaincant en général. Les gens ont envie de travailler chez nous, ils voient ça comme un boost. Donc, sur la partie attirer des talents, j'ai pas de secret de ouf parce qu'en fait, je trouve même qu'on n'est pas. Aujourd'hui, c'est ton contenu. Parce que tu me disais tous les mecs d'agence, tous les mecs aujourd'hui talentueux qui veulent faire une agence en France, on a peut-être la moitié qui vient toquer à ta porte. Ouais. Bah, on en voit passer pas mal, quoi. Mais après, ils ne signent pas tous chez nous. Et donc, c'est la première chose sur attirer les talents. Aujourd'hui, moi, j'ai un problème, c'est qu'il faut que j'en attire encore plus. En fait, moi, je dois recruter aujourd'hui à peu près 3 consultants par mois. Ouais. Entre 2 et 3. Donc, et j'ai pas le deal flow pour ça. L'autre problème, c'est qu'ensuite, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps, putain, c'est il y a 6 mois avant qu'on reprenne le système, que ça nous prenait 83 premiers entretiens pour un recrutement. Et à un moment, j'ai vu ce chiffre et wow, ça m'a mis un. Bah, tu vois, laisse tomber, ça veut dire que si je dois recruter 3 consultants par mois, je ne vais pas faire 240 entretiens, enfin, c'est ridicule. C'est 240 premiers entretiens après. Après, il y a les autres. Ouais, donc, nous, en moyenne, c'est 60. Et nous, on est une boîte tech. 60, et moi, je recrute beaucoup moins que toi. 60 Ouais. Ah ouais. C'est normal? Non. Parce que Paco, c'est mon cofondateur qui fait les entretiens, c'est un psychopathe. Putain. Ah ouais. Bah non, nous, c'était. 60 premier entretien, hein, pareil que toi, je disais. Ah putain, ouais. Bah nous, en fait, donc on a revu en fait tout le process. Maintenant, on a des règles de filtrage très précises à chacune des étapes. On a automatisé toutes les tâches de merde récurrentes de copier-coller un email, t'envoies un je sais pas quoi et tout, etc. En fait, pour tout ce que fait, toutes les fonctionnalités que font en ATS, quoi. Ouais. Sauf que nous, on a tout développé, enfin, on fait tout sur Airtable. Okay. C'est un choix de mon associé que j'apprécie pour l'instant, ce choix. Et donc, en gros, c'est la vélocité. C'est comment je fais en sorte que le mec qui tombe dans mon pipe, en 10 jours, il a une réponse. C'est-à-dire, il a vu toutes les personnes qu'il devait voir. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on. Je ne veux pas te casser le moral, mais nous, on fait 24 heures. 24 heures? Pour les meilleurs. Tous les entretiens? Ouais, sauf s'il y a des cas, c'est 48. 24 heures? Ouais. S'il n'y a pas de cas, s'il y a un cas qui dure moins de 2 heures, on peut le faire en 24 heures. Ouais. Si le mec est dispo. Donc la plupart des entretiens, on les a fait en 24. Et quand les mecs sont busy, qu'ils ont un autre taf, qu'ils doivent faire un cas qui est long, etc., je crois qu'au max, on est monté à 96 heures, mais c'était vraiment parce que le mec il était busy. C'est vélocité américaine. Hein. Ouais, non, mais là, par contre, pour les recrutements, moi, je crois que j'ai une seule personne qui m'a dit non dans les offres qu'on a faites. Et souvent, ils avaient des belles boîtes en face, mais en fait, on va tellement vite que. Ils apprécient, ouais. C'est pas qu'ils apprécient, c'est qu'en fait, ils rentrent dans les process en même temps que les autres et ils ont une offre 10 jours avant tout le monde. Donc, du coup, le mec, je lui dis, bah, tu vas pas attendre 10 jours. Je lui dis, moi, j'attends pas 10 jours parce que la vérité, c'est comme on a toujours du pipe, on chasse, donc
Bon après parfois je leur dis que je vais pas attendre 10 jours parce que j'ai 2 autres candidats et que eux c'est mon préféré mais que j'en ai 2 autres que je peux accepter. Et bon des fois c'est pas vrai. Des fois il y a que. Enfin les autres je trouve vraiment pas bons. Mais bon. Ah, les super talents des fois faut les titiller un peu à l'ego. Non, 24 heures c'est impressionnant. Là moi je suis pas capable avec les cas. Bon désolé ça a coupé, on repart. On parlait des entretiens en 24 heures. Et je te disais oui généralement on commence le process le lundi après-midi. Je le prends en call de screening par exemple. Si le mec est chaud, je lui dis ok, est-ce que tu vois mon cofondateur, est-ce que tu es dispo? Je regarde l'agenda de mon cofondateur, je lui cale une invitation, donc genre à 17h. Après le soir, on débriefe avec Paco tous les deux. On prend le temps de débriefer sur le candidat. Et on réfléchit aux questions qu'on veut lui poser le lendemain et tout, parce qu'on a un process. On pourrait pas être process de recrutement longtemps, mais. Et du coup, le lendemain matin, généralement, il a un entretien technique. Des fois, quand ils doivent préparer, ça prend un peu plus de temps, mais souvent, il y en a qui le préparent le soir même, du coup. Ensuite, tu fais entretien technique le lendemain matin. Et fin de matinée, fit équipe. Ensuite, on se voit tous à midi, on discute. S'il y a besoin de poser des questions, d'approfondir. Là, je fais un call au mec pour lui faire la propale. Je discute avec lui, je négocie son salaire, généralement. Et ensuite, ma CFO, entre-temps, elle a préparé, on lui envoie une offre. Et ensuite, on lui envoie son CDI. Et j'ai eu des cas où le CDI était signé en 26 heures. C'est magnifique. Ouais. Ce que je te disais, c'est je suis impressionné. Et je réfléchis à pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas en 24 heures chez nous. Et je ne trouve pas de raison pratique on a essayé tel truc, ça marcherait pas, ou je sais pas quoi. En fait, je pense que c'est juste parce que personne n'a essayé de le faire. Et on parlait au début là, de cette histoire de ambition, San Francisco, je sais pas quoi. Ouais. En fait, je pense qu'ici, les gens ont tellement réglé leur standard sur des trucs de ouf. Genre un recrutement rapide. En fait, tu vois, je me rendais même pas compte quand je te dis 10 jours. Je suis persuadé que je suis en train de te dire une durée de recrutement. Un truc pas mal. Mais laisse tomber, tu vois. Parce oui, que moi, tu m'as dit. Concurrent français. Mais gros, laisse tomber. Enfin, tu vois, ça prend beaucoup plus de temps. Et moi, tu m'as dit 10 jours et je te jure, j'étais en mode, waouh, c'est hyper lent. Et je suis, en fait, là, quand tu me le dis, je vois, y a pas, en fait, on pourrait totalement faire ça. C'est juste que j'ai pas pensé. Je me dis, en fait, quels sont tous le nombre d'autres trucs dans ma boîte où juste, ah bah, j'ai jamais essayé de faire comme ça et ça se trouve, ça marche. Et c'est là où tu dis, bah, viens à San Francisco. Oui, mais d'ailleurs, oui, mais du coup, je t'avais proposé de venir à SF. Pour info, je propose à beaucoup de gens de venir à San Francisco. Et je crois que Théo, c'est la 2e personne qui décide de venir. Et c'était peut-être la 20e à qui je propose, tu vois. Alors après, il y a Anis qui est venu. Mais Anis, lui, il m'a pas demandé. Lui, Anis, il m'a dit, mec, je suis en bas. J'ai dit, comment ça? Non, enfin, tu vois, c'est un petit coucou à la caméra. Tu veux pas venir faire un petit coucou à la caméra quand même, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin? Anis qui est venu ici, qui monte une agence, qui fait du contenu. Et qui m'a proposé de nous aider parce qu'il a dit ça m'aide de faire du contenu pour commencer à créer mon portfolio et tout. C'est trop cool, je suis là. Voilà, du coup. T'imagines, t'arrives de France, bam, tu te retrouves là. Il s'est littéralement retrouvé devant ma porte. On pourra mettre un lien, t'as un truc qu'on pourra mettre dans la vidéo s'il y a des gens qui ont envie de faire du contenu. Pour Tom Feed, ouais. On peut mettre un lien. Je te le mettrai, ça leur fera un petit coup de promo. Et du coup, à SF, je t'ai proposé, t'es venu. Et du coup, est-ce que t'as des ambitions pour Kudak ici? Tu dis que t'as envie de revenir ou tu sais juste 15 jours isolé? Bah, on avait quand même les US, on sait qu'on va pas tarder à ouvrir les US parce qu'on sait qu'on a un concurrent qui s'est mis là et qui a fait des trucs de ouf. Après, il est pas venu tout seul, il a trouvé quelqu'un en local aussi. Mais donc, bref, tout ça pour dire, c'est une terre qui m'intéresse. Je pense business-wise, c'est intéressant et j'aime bien le mood ici. Donc, j'ai pas de plan court, je peux pas m'engager sur des trucs. Mais en tout cas, si on ouvre un autre pays, je pense le meilleur ratio investissement-résultat serait ici. Et puis tu vas voir ici, les prestats, c'est pas la même chose. Ouais. Et peut-être pas San Francisco d'ailleurs. Ouais, peut-être New York. Il y a un débat à New York, San Francisco. J'en parlerai, je ferai une vidéo parce que je vois un pote à New York qui veut déménager à San Francisco. Il a fait 7 ans à New York. Du coup, il est très au courant de ce qui marche dans les deux villes, etc. Ouais. Mais lui, dans son cas, par exemple, ça a vraiment du sens de venir à San Francisco. Et jusqu'à maintenant, c'était mieux d'être à New York. Du coup, ça va être sympa. Bon, bah, merci beaucoup Théo, merci beaucoup Anis d'être venu jusqu'à nous. Allez, on vous fait des bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien ce type d'entretien et si j'en fais plus. Ou si vous préférez le format en fait où je suis face à mon ordi 10-15 minutes ou si vous préférez un format plus long. N'hésitez pas à nous dire. Je vous fais des bisous, ciao. Si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'extérieur, à l'intérieur aussi, mais je crois que le son était mieux. Ok. Allez, ciao. Bon, c'était